Computer. À partir de maintenant, ça enregistre. C'est parti. Donc, génie logiciel, introduction. Donc, dans chacun de mes cours, au début, je passerai un peu moins de la moitié, enfin environ la moitié sur du génie logiciel et l'autre moitié sur du Java. Je suis ce qu'a fait mon prédécesseur. Donc, l'intro. Non, je pense. Ah ouais. Si l'automobile avait suivi le même développement que l'ordinateur, une Rolls-Royce coûterait aujourd'hui 100 $. On pourrait faire 1 million de miles avec un seul gallon. C'est 4 litres un gallon quand même. Mais elle exploserait chaque année en tuant tout le monde à l'intérieur. Bon, ça c'est pour dire que ça a évolué et ça continue toujours à évoluer. Et que c'est facile de faire un logiciel qui ne marche pas quand on le fait évoluer. C'est difficile à faire évoluer. Pourquoi l'ingénieur logiciel? Eh ben, parce que les logiciels, on doit s'assurer qu'ils fonctionnent bien. On a besoin d'avoir un certain niveau de confiance lorsqu'on développe et commercialise des gros logiciels. Donc, on va essayer de préciser un peu pourquoi. Ça, c'est les raisons générales. Eh bien, pourquoi est-ce que c'est de l'ingénierie? Ben, il y a différents types de problèmes. D'abord, que les logiciels sont de plus en plus massifs et complexes. Ensuite, qu'il y a des contraintes de fiabilité et de sécurité à respecter. Et enfin, parce que les ordinateurs évoluent tout le temps, et donc il faut faire évoluer le logiciel en fonction des ordinateurs qui évoluent. Ça, c'est des problèmes technologiques et des problèmes sociaux ce qui signifie qu'il faut interagir avec des gens, plus précisément avec les clients. Ah oui, je peux faire un annotate aussi. Annotate avec les clients. Annotate. Vous pouvez aussi faire un annotate, vous faites View Option et vous avez un spotlight. D'accord. D'accord. Donc là, j'ai une flèche. Mais vous pouvez aussi foutre votre flèche. Si vous me posez des questions sur les points, vous n'hésitez pas à m'interrompre, vous me posez des questions. L'intérêt de faire un cours aussi, c'est d'avoir l'interaction. Si j'ai un truc qui n'est pas clair, n'hésitez pas à me le dire. Plutôt de me le dire que sur le chat. Je regarde le chat un petit peu. Avec le chat, vous pouvez choisir de communiquer à tout le monde ou à une personne. Vous pouvez communiquer entre vous avec le chat si vous le souhaitez. Donc, les problèmes sociaux, il y a des clients, c'est eux qui payent, il faut écouter ce qu'ils racontent. Merde. Ah oui, alors du coup, comme je suis en. Ouais, bon, je vais enlever la note parce que. Oh là là. Quand je fais du note, ça empêche de. Ouais. Il y a des clients dont les demandes évoluent parce qu'il y a beaucoup de gens qui bossent ensemble pour les coordonner. Parce qu'il faut maintenir le logiciel, corriger les bugs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on installe des logiciels comme Zoom, par exemple, moi j'ai dû réinstaller Zoom parce qu'il ne marchait plus bien. Il faut sans arrêt réinstaller le logiciel, update. Des fois, ça se réinstalle tout seul maintenant, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a des contraintes légales aussi qu'il faut suivre. Donc, un logiciel peut être putain, ça marche pas ce truc. Dangereux. Dans certains cas, il y a des vies en jeu. On utilise des logiciels maintenant pour faire la médecine. Il y a des robots qui font les opérations. On utilise des logiciels dans les chaînes de montage. Il y a des robots qui font les chaînes de montage. Dans le nucléaire, on utilise des véhicules qui ont l'avantage de pouvoir circuler dans les milieux où l'homme ne peut pas circuler. Et pour l'armée, c'est sûr. Pour les drones, par exemple. Alors, il y a aussi des endroits où il y a un fort pouvoir de nuisance, par exemple dans les banques, dans les communications.
Et on observe que plus ça va, plus les logiciels deviennent complexes, de plus en plus de composants, et il y a un phénomène de risque d'accumulation de petits problèmes. Un logiciel pas être gros, ben, Windows 7 a utilisé 1200 personnes rien que pour les programmeurs. Le coût de développement à 5 milliards de dollars, je suppose. Le revenu 4 fois plus. Et on s'engage devant la loi. Et par exemple, un litige sur Windows Server a coûté 700 millions de dollars. Donc, c'est des gros chiffres. Voilà, ça, c'est pour vous dire que, ben, vous le savez déjà, mais vous imaginez pas, on n'imagine pas ce que c'est qu'un gros logiciel quand on programme des petits algorithmes tout bêtes. Quelques fiascos mémorables. Moi, je connaissais, c'est surtout Ariane qui a fait un crash parce qu'il y avait une ligne, un GoTo qui était mal placé, je ne sais plus. Mais il y en a plein d'autres, en fait, dans le spatial, Mariner 1, Voyager 1, crash en vol. Il y a eu des morts à cause de logiciels de bugs. Après ça, il y a des choses qui sont retentissantes, tous les noms de domaine bloqués. Encore un truc en relation avec les satellites. SNCF, système de réservation défaillant, réseau de téléphone inopérant. Dans les voitures, maintenant, il y a plein d'informatique. Informatique embarquée, informatique des objets. Les péages d'autoroute ont foiré. Et celui-là, je suis allé voir parce que ça m'a amélioré, c'est énorme. Je suis allé voir de plus près, j'ai tapé NPFit sur Google et j'ai vu ce que c'était que ce truc. En fait, c'était le jour où les Anglais ont décidé d'informatiser tout le système de santé. Ils ont fait un méga programme qui n'a pas marché parce que justement, ils n'ont pas, à l'époque, peut-être les techniques de logiciels n'étaient pas encore assez développées. Enfin, ça a coûté 120 milliards de pounds. Finalement, ils ont arrêté le projet à la fin. Nous, on a Doctolib qui fonctionne bien maintenant en France. Mais eux, ils avaient vraiment imaginé un truc où tout était connecté ensemble, hein. Depuis la carte vitale jusqu'au médecin, c'était tout automatique, quoi. Sauf que, comme ils ont mal programmé le truc, ça n'a pas marché, quoi. Monsieur, Oui. il y a des gens qui ont eu des petits problèmes et ils sont dans la salle d'attente. Est-ce que vous pourriez les accepter, s'il vous Ah, plaît? oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'ai oublié la salle d'attente. Merci beaucoup. Ben, n'hésitez pas à me le redire, parce que quand je pars dans le cours, j'oublie que le monde existe. De rien. Ok, je continue. Donc voilà, le logiciel, dans notre société actuelle, c'est vraiment prépondérant, donc c'est important de le faire comme il faut, d'où l'importance du génie logiciel. Alors, il faut des procédures de validation. Comment est-ce qu'on va justifier et contrôler dans le temps le processus de développement? Comment est-ce qu'on va garantir que nos tests sont suffisants? Il y a différentes sortes de tests, comme on le verra. Il y a 5 ou 6 sortes de tests. Est-ce que ça suffit de traiter toutes les combinaisons d'options? Ben non. Alors, comment tester tous les facteurs extérieurs? Notion d'extérieur et d'intérieur. Un logiciel, il part dans la nature. Après, les gens l'utilisent d'un tas de façons différentes. C'est les gens, les facteurs extérieurs, d'accord? Pas seulement d'ailleurs. C'est tout ce qui se passe autour du logiciel. Alors, qui c'est celui qui autorise la mise en service? Quelle est sa responsabilité? Elle est grosse. Que je peux dire. Donc, on a besoin d'un processus de développement organisé et des outils de suivi. C'est un peu la conclusion de ce que je viens de dire. On va rentrer plus dans les détails. D'abord, c'est bien d'avoir conscience un peu de quelques ordres de grandeur. Donc, en termes de lignes de code, on peut avoir plusieurs millions à plusieurs dizaines de millions de lignes de code pour un système d'exploitation. Pour la navette spatiale, c'est carrément 10 fois plus. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut s'imaginer que c'est quand même complexe, ces objets, quoi. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, le codage ne représente que 1/5 du coût de développement.
c'est la partie visible de l'iceberg. La partie cachée de l'iceberg, c'est ce qui se fait avant. Non, ce qui se fait avant, c'est spécification et conception. On va donner. Alors, c'est des mots-clés, tout ça, hein. Spécification et conception, c'est des mots-clés sur lesquels je reviendrai, importants à comprendre. Pareil pour validation et vérification, c'est des mots-clés du software engineering. Et eux, ils représentent 40% après, 40% avant des coûts. Donc ça, on n'imagine pas ça quand on programme, qu'en fait, c'est juste 20% du truc. Quand on regarde où sont les problèmes, effectivement, des fois, on fait des bugs quand on code, mais les problèmes d'algorithme sont plus importants. Et les vrais problèmes se trouvent au niveau de la spécification et de la conception. Les coûts et les défauts sont encore plus importants dans la conception et la spécification, représentent le 4/5 des problèmes. Spécification, conception. Quelles sont les difficultés spécifiques à l'ingénierie de logiciel? C'est une ingénierie spéciale, c'est pas comme construire un pont en fait. C'est plus compliqué pour plein de raisons. D'abord, il y a des problèmes qui dépendent des applications. Alors, il y a des problèmes de synchronisation des processus. Ça veut dire quoi? Il y a du parallélisme bien souvent dans le logiciel parce qu'il y a un tas de gens qui accèdent à votre logiciel en même temps. Quand vous faites des réservations de train, quand vous retirez de l'argent, sans arrêt, vous êtes en train d'interagir avec des logiciels avec plein d'autres personnes en même temps. Si vous achetez un billet de train et s'il y a un autre qui achète exactement en même temps, qu'il ne reste plus qu'une place, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Il faut bien qu'il y ait un endroit, il y a un truc qui est centralisé pour dire c'est toi qui vas avoir la place et pas toi, quoi. Alors, il y a beaucoup de données, il y a des volumes de données invraisemblables maintenant, c'est sans précédent. Le matériel évolue et il y a des contraintes de temps réel, hein. Le temps, c'est vachement important. 1 minute, c'est énorme. 5 secondes, c'est aussi vachement beaucoup, quoi. Quand on interagit avec un logiciel, on a envie d'avoir du temps réel toujours. On a envie que ça réponde tout de suite. Et lorsqu'on modifie un programme, ça peut avoir des conséquences catastrophiques. D'accord. Quand vous construisez un pont, vous rajoutez une pierre, ça va, ça risque pas de détruire le pont. Un programme, vous modifiez une ligne, ça risque de le détruire. Comment mesurer la qualité? Oui, c'est ce que je venais de dire. Un changement mineur peut être catastrophique. C'est bien de connaître les probabilités de différenciation. C'est pas facile à les avoir. Et aussi, c'est difficile que le client puisse tout le temps vérifier que ça correspond à ce qu'il souhaite, ce qui se passe. D'accord? L'interaction avec le client est difficile. On est combien là? On est 100 déjà. Ah, putain, merde, c'est pas vrai, on est 100. On a atteint la limite. Les autres, dites à vos copains qu'ils iront voir le film, hein. Je suis désolé pour eux. Nous avons atteint la limite du logiciel, malheureusement. Donc, pour maîtriser un peu ce qui se passe, il nous faut des phases bien définies, qu'on appelle analyse, conception, validation. Des processus de développement industriel, entre guillemets, ça veut dire transparent et traçable, qui font une base juridique aussi. Donc, traçable, ça veut dire qu'il y a des documents. D'accord. Donc, quand on conduit un projet, il faut aussi, il y a une notion qui est importante, c'est de pouvoir réagir rapidement. En Angleterre, ils ont mis du temps à réagir. Ça s'est chiffré en années, quoi. Il y a eu des délais qui sont chiffrés en années. Donc, quand on fait un projet, il faut essayer de chiffrer combien de temps les différentes étapes vont prendre. Pour ça, il y a des diagrammes. Je suis allé voir un peu ce que c'était que ces diagrammes. En gros,
on fait un diagramme de tout ce qu'il y a à faire et puis on met des temps sur chacun de trucs et on vérifie qu'à la fin, ça se passe dans les temps prévus. Tout se passe dans les temps prévus. Bon, bah, faut suivre les échéances et le personnel, c'est sûr. Il faut que le client soit là. Il faut gérer les risques. Il faut prendre en compte le fait qu'il y a des choses qui ne peuvent pas marcher et combien ça va coûter. Il faut gérer les versions et les dépendances. Il y a plusieurs versions qui sortent à intervalles réguliers. Gérer les documents associés aux diverses phases. Et tout ça en suivant des normes de qualité, des circuits de validation. Bon, il y a des fois où je me contente de lire les transparents parce que je ne suis pas un ingénieur de logiciel, moi. Donc, alors, il y a un nouveau dans la salle d'attente. Donc, il y a beaucoup de choses avant le code et beaucoup de choses après, comme vous avez pu le voir déjà. Donc, qu'est-ce qu'il y a avant? Alors, les choses commencent par le cahier des charges. Il décrit ce que le logiciel doit faire. Donc, il faut parler avec le client pour savoir qu'est-ce qu'il veut. D'accord. On appelle ça les besoins opérationnels. Qu'est-ce que le logiciel doit faire? Donc, il faut voir le client, puis il faut lui tirer les verres du nez, en gros, quoi. Qu'est-ce qu'il veut, en quoi ça va améliorer ce qu'il a déjà, poser plein de questions à la personne, et puis mettre ça par écrit de façon informelle. Après ça, il y a le modèle de conception qui décrit la mise en œuvre. Et ça, c'est encore très abstrait. Ça se présente sous la forme de diagramme UML qu'on verra ensemble. Mais ce n'est pas encore du code. Après, il y a le code. Et après, il y a le protocole de validation et la documentation, où là, on vérifie qu'on a bien ce qu'on veut. Donc, à chacune de ces phases, il faut produire les manuels et il faut valider. Il y en a qui nous mettent de la musique, là. C'est les nouveaux arrivants. Donc, on va commencer par le début, la phase d'analyse des besoins. Il faut étudier le contexte de l'application, les contraintes de performance, d'ergonomie, de portabilité, et le produit, c'est le cahier des charges. Ça, c'est un document informel, encore, jusque-là. C'est-à-dire c'est du français, quoi, parce qu'on est en France. C'est ce que veut le client. Ça formalise de façon informelle ce que veut le client. On appelle ça le cahier des charges en français. Après ça, on va faire un truc plus formel, l'analyse des spécifications, où on va faire des diagrammes. On va faire ça ensemble. Au troisième TD, on va faire un TD. On va essayer de formaliser donc le cahier des charges sous forme d'un diagramme. On appelle ça le modèle d'analyse. Mais il n'y a pas encore du tout de référence à du code là-dedans. La phase d'après, la phase de conception architecturale, on n'est pas encore dans le code. Ça permet de définir des domaines, des packages, en fait. Ça décompose le code en composants. D'accord? Ça correspond à la notion de package en Java. Ça permet
ça pourra permettre de faire bosser différentes personnes, de travailler en équipe. En gros, chaque équipe va bosser sur enfin, chaque personne de l'équipe va travailler sur un composant différent. On va définir l'interaction entre les composants. Et après, on dit, bah, toi, tu fais tel truc, toi, tu fais tel composant, toi, tu fais tel composant. Quand vous allez faire le projet en groupe, vous allez faire ça. Vous allez vous diviser votre projet en deux composants si vous êtes en binôme. Alors, en même temps qu'on décompose en composant, eh ben, on imagine des tests qui s'appellent des tests d'intégration qui vont permettre de vérifier que les composants marchent bien ensemble. Et après, il y a ce qu'on appelle la conception détaillée, où là, finalement, il faut choisir des algorithmes et des structures de données. Bon, les interfaces, je dirais que c'est plutôt là avant qu'on les design. Enfin bon, c'est. Et côté test, là, on conçoit des tests qu'on appelle tests unitaires. On va voir ça tout de suite. Donc, on produit des documents de conception et des prototypes. Donc là, c'est du code. OK. Après ça, il y a la phase de codage. Là, on peut pisser du code. Il faut le faire de façon propre, avec des commentaires, tout ça. Sinon, c'est pas possible que les autres le relisent. Et ensuite, il y a l'activité post-code, après le code. Donc, avant le code, après le code. Où là, il y a un tas de tests différents. Donc, vous avez les tests unitaires, on fera un TP là-dessus, où en fait, il s'agit de tester chaque méthode. Quand on programme un objet, ben, vous avez des objets, dans chaque objet, il y a des méthodes. Bon, pour chaque méthode, il faut fournir des tests qui testent la méthode indépendamment des autres, qui vérifient comment cette méthode, une par une, marche. Après, il y a la phase d'intégration, où en fait, là, la phase d'intégration, qu'on avait déjà mis en marche au niveau de la conception architecturale, elle va vérifier que les composants marchent bien entre eux, ensemble. Elle fait ça en exécutant des scénarios de test. On va faire un TP sur les scénarios. Les scénarios, c'est en fait ce qui me vient à l'esprit pour l'idée de scénario, c'est un peu. Moi, j'ai fait de l'aïkido. Et quand on fait de l'aïkido, en fait, c'est pas du tout des combats martiaux dans la mesure où en fait, on sait à l'avance ce qui va se passer, d'accord. Un tel, il va attaquer comme ça, l'autre, il va répondre comme ça, etc. Donc, c'est pareil en logiciel. On, on prévoit que le logiciel va être utilisé suivant certaines interactions classiques, des enchaînements d'événements classiques, et on utilise ces événements pour tester, d'accord. On dit un tel il va faire ça, le client va faire ça, l'autre il va répondre ça, etc. Donc ça fait des scénarios, ça permet de tester que tout fonctionne bien ensemble. Après ça, on fait des tests en conditions réelles et on mesure les performances. Est-ce que au niveau de la place mémoire, ça prend pas trop de mémoire? Est-ce que c'est en temps réel? Acceptance test. Et puis finalement, il y a le déploiement. Le déploiement, ça veut dire que votre software, il est téléchargeable par des clients. Alors, c'est peut-être pas tous les clients au début, parce que avant que ce soit tous les clients possibles, c'est peut-être des clients qui sont payés pour tester. D'accord? Mais c'est des clients quand même. Donc, ils vérifient ça en conditions réelles. D'accord. Puis après, on déploie pour tout le monde. Alors, la phase 1, la phase 1 et la phase 3, en fait, ils sont mis en correspondance dans le modèle en V. D'accord. Le cahier des charges qu'on a fait au début, l'analyse des besoins, hein, ça va être testé pendant le déploiement. La spécification qui formalise ces besoins,
avec des diagrammes UML, ça va être testé pendant les tests d'acceptation. Le test d'intégration, il s'occupe de vérifier qu'on a bien, que les composants marchent bien entre eux, la conception architecturale, la décomposition en composants. Et les tests unitaires, ce qu'on va faire nous, bah, ils vérifient le codage lui-même. Enfin, la conception détaillée, c'est le codage, c'est pareil en fait. Voilà. Donc, on descend, on remonte, et quand on remonte, on vérifie qu'on a bien, que tout est bon, quoi, au fur et à mesure. Ça suit ce schéma-là, quoi. Le rouge, ça montre l'enchaînement des trucs. Modèle en V. Bon. Alors, il faut faire la documentation à chaque fois. Il ne faut pas confondre. Alors, je vais insister sur ces deux termes, validation et vérification. On est combien là? On est 100 encore une fois. Vérification, c'est quoi? Oui, c'est interne, c'est cohérence externe, validation. C'est ces mots-là aussi. Validation, c'est externe, vérification, c'est interne. Validation, c'est que on est parti dans la bonne direction. On a bien programmé ce que le client voulait qu'on programme. Le client est content parce qu'on a bien considéré le bon problème. On a bien travaillé sur ce qu'il fallait travailler. C'est le quoi. Vérification, c'est le comment. Ça veut dire que, OK, on ne s'est pas trompé de thématique, on est bien dans la bonne thématique. Et maintenant, il faut savoir si ça marche tout court. D'accord? Est-ce que ça marche? La cohérence interne. Bon, il faut assurer la traçabilité de chaque choix. Ça, c'est pour les trucs juridiques. Il faut archiver les trucs comme il faut. Il faut garantir la cohérence des documents entre différentes versions et la possibilité de reconstruire chaque version. Bon, je n'ai rien à vous dire là-dessus de spécial. Quand je vous commente le cours, c'est parce que je me suis documenté, j'ai regardé un peu sur Internet et j'ai des bouquins, des trucs, donc je maîtrise un peu mieux. Puis des fois, je ne commente pas parce que je n'ai rien à dire. Après le déploiement, il y a encore, là, on a fait 60% des coûts et des bugs. Après, il y a encore la maintenance. Ça coûte 40%. Alors, il y a toujours des bugs qui sont trouvés, il faut les corriger. Il faut s'adapter aux nouveaux operating systems. Et il faut intégrer des nouvelles fonctionnalités. Éventuellement, maintenir plusieurs versions. Il faut savoir qu'un logiciel qui n'est pas maintenu, on vous met au courant. Moi, j'ai utilisé des logiciels, à un moment donné, on m'a dit ça, c'est plus maintenu. Et quand vous savez qu'il y a un logiciel plus maintenu, vous n'avez plus trop envie d'en servir, quoi. Donc, un logiciel, c'est à vie et la maintenance, c'est capital. Et là, on vous dit c'est 2 à 4 fois supérieur en coût au développement, la maintenance. Il faut vérifier quand vous faites une mise à jour de votre logiciel que ça marche toujours. Si les clients ont utilisé l'ancienne version pour faire pondre un tas de choses, il faut vérifier que tout ce qu'ils ont pondu, ça va toujours pouvoir s'ouvrir avec la nouvelle version, quoi. Donc, il y a, ouais, ça s'appelle la compatibilité backward, je crois, un truc comme ça. Donc, il faut préciser les tests et il faut automatiser les outils de test, sinon on ne s'en sort pas. OK. Alors, il y a d'autres processus de développement que le modèle en V. Le modèle en V, c'est un truc un peu ancien, en fait. Il y a des modèles itératifs, c'est-à-dire qu'on procède par petites incrémentations. Ça, c'est tout un modèle en V, ça, c'est dans le V, on incrémente à chaque fois, d'accord. Cette façon de procéder permet de diminuer les risques et améliore l'interaction avec le client. Plutôt que de faire tout ce que veut le client en une seule fois, on fait en plusieurs fois et à chaque fois,
À chaque fois, à chaque itération, on applique ce modèle en V, d'accord? Donc, ça minimise les risques puisque à chaque, quand on traite le problème petit bout par petit bout, ben à chaque fois, on peut avoir un retour du client, savoir s'il est content ou pas, ou si on est parti dans la mauvaise direction. Donc, j'ai regardé sur Internet, quand on fait ça, on peut mieux évaluer les risques. Et donc, quand on fait des modèles itératifs, ça inclut une phase d'analyse des risques. Ben, c'est un peu comme le modèle en spirale. Le modèle en spirale, ça illustre un peu comment, plus précisément ce que c'est que le modèle itératif. C'est un modèle itératif en spirale, ça veut dire que tous les trucs qu'on a fait en V, on les fait sur un prototype, après on les fait sur une version 1, après on les fait sur une version 2, et à chaque fois, on refait tout. D'accord. Et il y a l'étape d'analyse des risques en plus. Donc, de ce que j'ai lu sur Internet, au début, on faisait un gros truc en V, on faisait tout comme ça, mais on s'est rendu compte que c'était un peu lourd. Donc, on a tendance à. Pour les petits logiciels, quand c'est petit, quand c'est pas un truc de 10 millions de lignes, on a tendance à adopter des protocoles plus légers, guidés par les tests, avec une plus forte implication du client, où on code donc c'est marqué codage à 2 ou à 3, 4, enfin une petite équipe, pas 1000 personnes. Dans ces cas-là, il y a d'autres méthodes qui privilégient la discussion. D'accord. Je vais aller voir sur Internet. Ils passent leur temps à. Ils discutent à fond entre eux. Après, ils programment à fond une semaine. Après, ils rediscutent. Enfin, il y a une plus forte interaction entre les clients et entre les programmeurs eux-mêmes. Alors, je me suis acheté un livre aussi sur Unified Process. Là, UML joue un rôle prépondérant. On fera du UML. C'est bien ce qu'on fera qu'on pourra vous noter en examen, c'est l'UML, d'accord? Parce que l'UML, c'est du concret, d'accord? On fera des diagrammes UML, des diagrammes de classe, des diagrammes de cas, des scénarios. On fera ça ensemble. Et les Unified Process, c'est des processus de développement qui sont vraiment à chaque fois ancrés dans UML. Nous, on va juste 3 sortes de diagrammes UML. En fait, il en existe une quinzaine, d'accord, qui permettent vraiment d'écrire les choses de façon plus formelle. Donc, Unified Process, MDA, basé sur UML. UML, c'est du concret, c'est un standard qui existe depuis plusieurs dizaines d'années. Et c'est vraiment sympa. C'est sympa. C'est ce qu'on retiendra, nous, du génie logiciel, c'est UML. Ce qu'on vous apprendra, ce que je vous apprendrai, et puis ce sur quoi vous pourrez être noté. Mais c'est quand même nécessaire de faire cette intro pour vous donner un peu l'idée du paysage de la programmation quand on fait des gros logiciels. En bref, quand on prend un petit échelle pour les systèmes de 50 000, plus de 50 000 lignes, ça ne suffit plus. Et donc, il faut structurer en phase avec la documentation, des chaînes d'outils, de tests et de vérification. Et il faut faire collaborer beaucoup de gens. Il n'y a pas de recette miracle. Il y a plusieurs méthodes qui existent, le modèle en V, mais des méthodes plus récentes et plus modernes qui ont été introduites. Chaque entreprise a son processus parce que ça dépend s'il y a beaucoup de monde ou pas beaucoup de monde qui bosse. Après ça, donc ce document, il est sur le campus. Hein. Moi, je me suis acheté quelques bouquins de cette bibliothèque. J'ai récupéré ce document de mon ancien prof. Hein. Je ne vous le cache pas. Je me suis acheté 2-3 trucs d'occasion à 7 € sur Amazon. J'ai trouvé d'occasion. Celui-là, là, j'ai déjà reçu. J'ai commencé à le lire. Oh, c'est pas mal. Hein. Si vous êtes curieux, que vous avez vraiment envie de faire de l'ingénierie du logiciel plus tard, ça peut être intéressant de vous en procurer un. Mais on trouve aussi beaucoup de ressources sur Wikipédia, Internet. Hein. Mais quand même, si vous rentrer plus dans les détails, j'ai aussi récupéré plusieurs cours que je pourrais vous mettre au fur et à mesure, soit vraiment des bouquins, soit des slides, soit des trucs qu'on fait d'autres profs qui sont assez clairs, je trouve. Bon, moi, je me sers. Je vous mettrai un max de documents sur le campus parce que je pense que ça peut que vous aider. Je vous mettrai que des documents qui sont vraiment en rapport avec ce qu'on va faire ensemble, bien sûr. 40 minutes pour le cours d'intro. Est-ce qu'il y a des questions?
Je prends vos questions. N'hésitez pas à me poser des questions. On est 100, il y en a qui sont restés scotchés, c'est désolant, mais c'est comme ça. Je vous écoute. Des questions. Il y en a qui sont en train. Oui, Monsieur, oui. Est-ce que vous pouvez me réexpliquer les modèles itératifs et en spirale, s'il vous plaît? Oui. Merci. Un modèle pas itératif, c'est un modèle où on suit ce truc-là une seule fois. Là, d'accord, on part à analyse des besoins, on descend, on arrive au code, on remonte et on teste. Un modèle itératif, c'est on fait ce truc-là plusieurs fois, tout simplement, d'accord. D'accord. Au lieu de faire tout en même temps, parce que je sais pas, si je prends la SNCF par exemple, vous imaginez, vous avez commandé des billets de train, vous imaginez la complexité du truc, d'accord. J'arrive pas à virer ce machin. Donc, c'est difficile de faire tout d'un coup. En plus, ça évolue le système de la SNCF. Là. Depuis que je prends les billets de train, moi, ça a évolué. Par exemple, maintenant, on peut l'avoir sur son smartphone, le truc. Quoi. On n'a plus besoin d'imprimer rien. Donc, enfin, la société évolue, tout évolue, les gens évoluent. J'en ai smartphone, avant, il n'y en avait pas. Quoi. Donc, tout ça pour dire, les gens qui bossent sur le logiciel de réservation de la SNCF, bah, ils n'ont pas fait un truc, après ils sont passés à autre chose. Non, ils sont embauchés en permanence par la SNCF pour maintenir, développer le truc de la SNCF, pour ajouter de nouvelles fonctionnalités. Donc, à chaque fois, ils font ce truc-là. D'accord. Et plutôt, de façon générale, un développement itératif, plutôt que de considérer d'essayer de tout résoudre en un seul coup, on découpe en morceaux. On dit, bon, on va commencer par faire ça, parce que ça, c'est plus simple. Et après, et pour ça, on va faire toutes ces étapes. Spécification, architecturale, détaillée, codage, test et installation. D'accord. Voilà, c'est ça le développement itératif. Je pense que le développement en spirale, c'est un exemple de développement itératif avec 2 versions. Quand vous faites plusieurs versions d'un truc, il y a sous-entendu un développement itératif. Ubuntu, là, vous avez installé. Oui? Non, rien. C'est bon. Ubuntu, ça évolue. Chaque année, il y a une nouvelle version qui sort. C'est un développement itératif. Windows, pareil, tout ça. Ouais, OK. D'autres questions? Merci. Merci pour votre question. Il y a une Oui? question de Lucas dans le chat. Ah, une question de Lucas dans le chat. L'ingénieur logiciel, c'est celui qui fait quoi du coup? C'est pas pratique d'être connecté au néant. Je comprends pas la question là. Mais alors, l'ingénieur logiciel, c'est celui qui fait quoi du coup? Alors, je pense qu'il y a il y a deux labels en général dans toute l'industrie. Hein. Il y a ingénieur et technicien. Il y a programmeur. Ingénieur, c'est pas pareil que programmeur. Quand on dit ingénieur logiciel, on sous-entend quand même quelqu'un qui a un diplôme d'ingénieur, qui gagne beaucoup, c'est celui qui gagne plus. Mais en général, un ingénieur, dans mon idée, c'est quelqu'un qui peut voir les choses de plus haut que le programmeur. Le programmeur, c'est celui qui est finalement en bas de l'échelle. C'est pas si compliqué que ça que de programmer. On dit à un mec, tu vas me programmer tel algorithme, tel machin. Bon, bah, à la limite, il pompe son algorithme dans une bibliothèque. Quoi. Oui, tout se fait sur Zoom. Mais pour la deuxième partie, je vais utiliser un protocole différent. Enfin, vous allez voir. J'utilise Zoom, ça marche mieux que Collaborate, je trouve. Donc, l'ingénieur logiciel, je pense que c'est plus celui qui est responsable d'une équipe. Et qu'est-ce qu'il fait? Je pense qu'il doit pouvoir tout faire, tout ça. Hein. Il doit faire toutes les étapes. Hein. Mais je pense qu'ils sont spécialisés parce que c'est tellement vaste et compliqué. Je pense qu'ils ont une spécialisation. Il y en a qui sont plus spécialisés pour faire la conception, pour discuter avec le client et formaliser quels sont ses besoins, formaliser ça par des diagrammes UML. Et il y en a qui sont plus l'expérience de gérer une équipe. Ça demande une expérience humaine de gérer une équipe. C'est pas une question, mais les LD2 Math Info, on n'a jamais fait de Java. Ah ouais, marrant ça. Vous n'avez pas fait les Java en première année? Vous êtes... bonjour l'angoisse. Non, ouais. Il va falloir mettre des bouchées doubles. Hein. Écoutez, je vais vous mettre un pointeur sur un cours Java aussi. J'ai trouvé.
Ah ouais, bon, c'est pas si mal le C++. Hein. Bah, le Java, c'est plus pratique que le C++. Hein. En gros, une des plus grosses différences entre le Java et le C++, c'est que quand en C++, quand vous allouez des objets, il faut après les libérer, sinon ils squattent la mémoire. Tandis que dans Java, vous avez un garbage collector qui fait ça. C'est plus clean, c'est plus difficile de se planter quand on programme en Java. On a moins de risque de plantage. Pas besoin de libérer la mémoire. C'est déjà ça de moins, mine de rien, c'est un gros morceau parce que souvent, les bugs qu'on fait, c'est des bugs de mémoire qui restent squattés. Donc, il y a ce problème-là en moins. Java, c'est quand même nettement plus cool, nettement plus facile que C++ de ce point de vue-là. Ouais, ben, je prends note qu'il y en a qui n'ont jamais fait de Java. Je vais passer la plus grosse partie de ce cours-là à faire du Java. Je vais essayer de faire en sorte que vous compreniez bien. Ceux qui sont en LDD, qui viennent de LDD Math, il y en a combien là qui viennent de... Oh, dis donc. Ah, il y en a quand même une quarantaine hein, qui viennent de LDD Math Info, je pense. Non, ouais, une quarantaine, c'est ça. Bon, déjà, vous avez tous reçu mes messages. Hein. J'ai passé un certain temps à mettre en place la mailing list pour que tout le monde puisse recevoir les messages sur la page. Là. Je vous mettrai, donc pour les LDD Math Info, quand j'ai jamais fait de Java, je suis tombé, en regardant, je suis tombé sur une ressource en ligne gratuite pour apprendre à programmer en Java. C'est peut-être bien si vous faites si vous allez voir de ce côté-là pour vous mettre à niveau, parce que sinon, vous risquez d'être largué, quoi. Fortement. Il y a un nouveau qui peut se joindre à nous parce qu'il y en a un qui s'est barré. D'autres questions? Donc, oui, je vous écoute. Quelqu'un qui a pris le micro là? Un bref instant. Ok, j'ai 100 micros fermés. C'est impressionnant. C'est bien, c'est de la discipline. Hein. Il y en a qui s'est barré. Bon, j'espère que c'était à peu près clair cette introduction au génie logiciel. Hein. Il y a plein de trucs à dire. J'ai vu plusieurs slides, j'ai récupéré d'autres slides d'introduction au génie logiciel. C'est plus ou moins clair ce que j'ai raconté, j'en ai conscience. C'est la première année que j'enseigne ça, donc avant, j'étais un peu flippé moi aussi de faire ce cours. Avant de préparer ce cours, j'ai passé un certain temps à me documenter le mieux possible pour essayer de ne pas dire de bêtises et pour essayer de comment dire, de savoir de quoi je parle, quoi. Conception détaillée, validation, tous ces termes techniques là, il faut savoir un peu ce que ça veut dire, quoi. Voilà. J'essaie de mettre le focus sur quelques définitions importantes. Et maintenant, je vais continuer. Je vous propose de ne pas faire la pause encore maintenant. Là, on a 45 minutes. J'ai encore 2h15 de cours à passer. On va y aller tranquille. J'ai tendance à toujours être speedé, moi, aller trop vite. Donc, on va essayer d'y aller tranquille. Et puis, je vais prendre en compte le fait qu'il y a des gens qui n'ont jamais fait de Java. Donc, je vais continuer le cours par du Java. Je vais commencer par passer en revue. Je vais commencer par passer en revue un poly que je vous ai mis de révision du Java et après je vais voilà comment je procédais. Je vais passer en revue d'abord un résumé de tout ce que vos copains ont appris. D'accord, révision. Pour vous, ce n'est pas des révisions, mais bon, c'est un fichier de texte, d'accord, mais je vous le commente. C'est un bilan qu'avait écrit mon collègue. Donc, quand on écrit du code, on donne une extension .java. Ce fichier doit contenir exactement une classe publique introduite par public class portant le même nom que le fichier. Il peut aussi contenir d'autres classes introduites simplement par classe. Donc, on peut compiler
avec la commande javac. Alors, va falloir. Une des difficultés que vous allez avoir, c'est qu'il va falloir vous installer Java sur votre ordi. Et pas seulement Java. Il va falloir aussi vous installer un environnement de programmation qui s'appelle IntelliJ. Enfin, quand vous compilez avec la commande Java, votre fichier Java, ça crée un fichier .class. Et si votre fichier contient une méthode qui s'appelle static void main string arg, ça c'est un truc qu'on récupère chaque fois, d'accord? Alors, cette méthode qui va s'exécuter avec lorsqu'on lance la commande Java JDMIN. N'hésitez pas à m'interrompre si vous ne comprenez rien à ce que. Ah ouais, des grosses bandes assurées. C'est fini les bandes assurées là. Parce que moi je vois bien. En fait, tout ce que je vous passe, je vérifie que je vous le passe sur un autre écran. Donc moi je vois bien, ça veut dire que vous voyez bien. Il y a peut-être eu un problème momentané, je ne sais pas. Il y en a une à droite qui est là depuis le début. Ah oui, 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 la grosse bande assurée, ben, c'est le chat en fait. Ouais. Oui, c'est le chat. Bon, je mets le chat sur une autre fenêtre. Ah oui, excusez-moi. Ben, parce que j'ai deux écrans. Bon, attendez, je vais essayer de faire notre système pour pouvoir. J'ai envie de pouvoir suivre ce qu'il y a sur le chat aussi en même temps. Et alors, du coup, alors je ne sais pas pourquoi le chat, il le montre comme un jeune assuré. C'est parce qu'en fait, il ne veut pas que. Ouais, bon, je la mets à gauche, le chat, là. Du coup, bon, je peux faire comme ça aussi. Mais je vous préviens que. Ouais, je vous préviens. Je vais me mettre comme ça, mais je vous préviens que le chat, du coup, je le vois sur mon autre écran qui est assez loin, donc je ne le vois pas très bien, le chat. Donc, si vous voulez me parler, c'est mieux de prendre le micro que le chat. Hein. Bon, la méthode void main, c'est comme le void main string arg, c'est comme la méthode main de C, c'est par là qu'on commence, en gros. Il faut que j'en ai une, sinon on commence nulle part. Si vous écrivez un programme C sans main, il ne sait pas où commencer, parce que c'est par le main qui commence. C'est pareil en Java, il y a un main, d'accord. Alors, quels sont les types et les opérations de base en Java? Vous avez les booléens, les entiers, les doubles, les caractères. Vous pouvez avoir des entiers plus ou moins longs, des doubles plus ou moins précis, comme en C. D'accord, ça correspond à l'architecture machine. Vous avez des opérations logiques qui sont le et logique, le ou logique, le not. Vous pouvez additionner, multiplier, diviser des entiers, des nombres. Et puis, ça, c'est le modulo. Le modulo 2, ça va être 0 ou 1. Ça va être 0 pour le nombre pair et 1 pour le nombre impair. Vous pouvez incrémenter, décrémenter, tester l'égalité ou tester si c'est différent. Vous pouvez comparer des nombres entiers. Le type du tableau, un tableau de booléen, ça va être booléen avec un crochet ouvrant, un crochet fermant. Alors, si vous voulez des tableaux à deux dimensions, il faut en mettre deux pour dire qu'il y a deux dimensions. Donc, ça, c'est une instruction pour créer un tableau de 5 cases avec des nombres entiers. Donc, entre les crochets, vous mettez le nombre de cases. Et puis, avant les crochets, vous mettez ce qu'il y a dans chaque case. Et avant, vous mettez new parce qu'en fait, vous instanciez une classe. Alors après, si vous voulez lire le tableau, c'est comme en C. Bon, C++, vous mettez des crochets avec le numéro de l'indice. S'il y a deux entrées, il faut mettre deux paires de crochets. Là, on accède à la deuxième colonne et à la deuxième ligne, la quatrième colonne, parce que la première, c'est 0. Donc 1, c'est la deuxième. Et si on veut mettre un truc dans le tableau, ben on fait tableau d'égal 4, c'est pareil en Java. En structure de contrôle, ben on a le branchement conditionnel, if. Après ça, on met des crochets. S'il y a plus qu'une instruction, s'il n'y a qu'une instruction, on n'a pas obligé de mettre des crochets, c'est comme en C. Boucle inconditionnelle, branchement conditionnel. Boucle inconditionnelle. Pour répéter une opération en indéterminé de fois, on utilise la même syntaxe qu'en C. Ça ressemble pas mal au C. For int, on commence par dire la première valeur de l'indice, point virgule, la valeur finale de l'indice. C'est une condition de sortie, ça peut être plus général, ça, en fait. Et puis, qu'est-ce qu'on met à jour entre deux itérations? Là, on peut mettre. Il faut garder à l'esprit que là, on peut mettre plusieurs trucs séparés par les virgules. Puis là, on peut mettre n'importe quelle condition. On n'est pas obligé de mettre une condition i plus petit que 10.
Et puis là, on peut mettre n'importe quelle mise à jour. Mettre i de point égal i plus 2, ce qu'on a envie. Quand on veut imprimer un truc, c'est compliqué. Ce n'est pas un printf, il faut faire un system.out.println. C'est une notation avec des commandes. Ça déclenche la méthode println de l'attribut out de la classe system. On va voir dans très peu de temps la notation avec les points, d'accord. Alors, si vous avez un tableau, vous pouvez itérer sur les éléments du tableau en mettant tab si c'est un tableau de chaîne de caractères. D'accord. Eh ben, il y a une notation très élégante qui permet d'itérer sur les collections. Tab, c'est un exemple particulier d'une collection. Une collection, c'est un ensemble de trucs. Un ensemble de trucs. Ah! Mais bien souvent, on a envie d'itérer sur chaque truc de l'ensemble de trucs. D'accord. Là, par exemple, si on veut afficher un ensemble de tables, les chaînes de caractères d'un tableau de chaînes de caractères, on les prend une par une et on les affiche une par une, comme on l'a fait ici. Bon, on peut écrire ça sous forme plus simple en écrivant le type de l'élément de l'ensemble, en déclarant une variable du type de l'élément de l'ensemble et en disant 2 points table. Ça sous-entend, mon chéri, tu vas me prendre chaque chaîne de table et après, je vais en faire quelque chose avec. Et qu'est-ce que je vais en faire avec? Ben, je vais l'imprimer. D'accord. Donc ça permet d'éviter d'avoir manipuler les indices, c'est pratique. Les classes. Alors, une classe en Java, ça ressemble beaucoup à une classe en C++. Donc, vous avez fait du C++, vous allez comment pas être trop paumé, d'accord. Il y a des attributs qui sont les données associées à un objet. Donc, une classe décrit un ensemble d'objets. J'ai décidé d'abord de passer par ce résumé, mais après, je vais revenir sur tout ça. Donc, ne soyez pas trop inquiets si je vais un peu vite. C'est des notions qui sont compliquées, objet classe, mais vous avez vu en C++, donc vous voyez ce que c'est un peu. Alors, en Donc, fait, on n'a vraiment pas du tout fait toute la partie orientée objet en objet. C++. On n'a rien fait du tout. On n'a même pas vu les classes Très officiellement. drôle, très drôle. Mais C++, vous avez fait en première année ou en deuxième année? En première année, on a rapidement fait du C++, Ah, mais on est oui, resté oui, sur la oui, oui, partie oui, 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 je sais, itérative. je vois. Oh, Voilà, je désolé vois. Bah, d'avoir moi, coupé. non, mais c'est très bien, vous me dites ça. Hein. Précision qui est importante. Ouais, alors il faut que j'imagine qu'il y en a 40 qui ne savent pas programmer un objet. Ouais. Alors, le premier truc sur la programmation d'un objet, c'est que c'est un sésame. D'accord. On peut pas. Dans l'ingénierie logicielle, on peut tout simplement pas imaginer de ne pas programmer un objet. D'accord. C'est vraiment une clé importante qui permet de faire des programmes complexes. Qu'est-ce qu'une classe? Qu'est-ce qu'un objet? Une classe, un objet instancie une classe. D'accord. Dans une classe, on définit des attributs associés aux objets qui vont instancier la classe. D'accord. C'est les données qui sont associées aux objets qui vont instancier la classe. Alors, une bonne pratique, c'est de déclarer comme privé. Ça veut dire qu'on n'y a accès que depuis la classe elle-même, mais pas depuis d'autres classes. D'accord. Donc, une bonne pratique, je vous dis ça comme ça, quand on introduit des attributs. Le mot attribut, c'est vraiment un mot-clé à retenir. Attribut. Attribut. Donc, si vous déclarez, par exemple, XY comme privé à l'objet case, qu'on va voir tout à l'heure, eh ben, ça veut dire que c'est que dans la classe case qu'on pourra accéder à XY. Mais alors, comment est-ce qu'on va accéder à XY? Avec des méthodes. C'est quoi les méthodes? C'est des actions que peut effectuer l'objet. Et celles-là, elles sont en général publiques. Pour permettre aux autres objets d'y faire appel. Donc, quand on veut accéder aux attributs d'une classe, cette même classe qui déclare des attributs va déclarer des méthodes pour accéder à ces attributs. C'est une bonne pratique. J'ai conscience que ce que je dis tombe un peu à plat pour ceux qui viennent de double licence. Hein, j'en ai conscience. Donc, les méthodes, c'est les fonctions qui sont appliquées par un objet sur l'objet.
Et puis, il y a des constructeurs. Bon, retenez juste ça, hein. Dans une classe, il y a des attributs, des méthodes et des constructeurs. Des constructeurs, ça sert à quoi? Ça sert à construire des objets. D'accord. Alors, ce résumé est construit depuis l'application que je vais vous montrer dans un moment. Donc, ce n'est pas très compréhensible par vous, mais je voulais quand même commencer par passer en revue les différentes notions pour que vous ayez déjà entendu une fois avant de considérer un exemple pratique. Vous allez comprendre classe, objet, tout ça sur l'exemple pratique que je vais montrer dans un instant. Ça, c'est un résumé de. Donc, un objet est créé avec l'instruction new à chaque fois, new avec le nom de la classe, avec le nom du constructeur de la classe, qui a le même nom que la classe aussi. Hein. Le constructeur de la classe, ça a le même nom. Donc, la classe terrain, le constructeur, il s'appelle terrain aussi, sauf qu'on met public avant pour dire que c'est un constructeur public. Ils sont toujours publics puisque n'importe qui peut instancier une classe. Et on utilise l'opérateur point pour accéder à un attribut ou à une méthode. D'accord? Donc, derrière le point, il peut y avoir un nom d'attribut ou il peut y avoir un nom de méthode. Auquel cas, il faut des parenthèses parce que si vous appelez une méthode, c'est comme une fonction, mais propre à l'objet. Donc, on peut déclencher sur l'objet depuis un autre objet, si elle est publique. Bon, je repasserai sur ce transparent quand j'aurai montré l'exemple que je vais vous montrer. Bon, maintenant, je vais vous montrer un exemple. Puis si l'exemple est trop compliqué, je prends un exemple plus simple en tenant compte du fait qu'il y a des gens qui n'ont jamais programmé. Je ferai ça sur papier. Donc, je me lance dans un vrai exemple Java. Voilà. Donc, c'est l'exemple, c'est JDMin. Alors, donc, ça, c'est l'environnement de programmation IntelliJ. Là, vous l'avez en haut, là, IntelliJ. Attendez, je vais peut-être faire. Ouais. Je vais peut-être annoter là un peu. Tiens, hop, annoter. Bon, avec le spotlight, allez, on va essayer le spotlight. Donc, en haut, je vais virer ce truc-là, ça prend de la place. Ça fait une jaune hachurée à tous les coups. Donc, en haut, là, vous voyez marqué IntelliJ tout en haut, le truc, je ne sais pas si vous voyez. Ça s'écrit INTELLIJ. Je le mets dans le chat, tiens, ça va faire de mal. C'est l'environnement de programmation que on va privilégier pour faire du Java. Donc, vous pouvez facilement le télécharger et l'installer sur votre ordi. Ceux qui ont un ordi, ceux qui n'ont pas d'ordi, ben, pour attendre quand on est en salle de TP. Mais j'ai pensé à vous. Ceux qui n'ont pas d'ordi, qui ne veulent pas programmer, j'ai pensé à vous, programmer sur papier. Les TP qu'on va faire, je les ai conçus pour qu'on puisse faire ça sur papier aussi. Donc, faut pas. S'il y en a quelques-uns qui n'ont pas l'ordi chez eux, ils pourront quand même participer. Je rigole pas, c'est la vérité. En tout cas, je fais tout pour ça. Donc, IntelliJ, c'est un environnement qui a été créé beaucoup plus récemment. Il existe avant, on travaillait sur Eclipse en seule machine. Avec Eclipse, c'est aussi un environnement de programmation. On pouvait aussi faire du Java, mais IntelliJ, ça marche mieux. En particulier, avec IntelliJ, vous pouvez facilement utiliser Git. Git, c'est un logiciel qui permet de travailler à plusieurs. Or, vous allez travailler à plusieurs quand vous ferez le projet. Et Git avec IntelliJ, ça marche tout seul. Tandis qu'avec Eclipse, c'est compliqué. D'accord. Et puis aussi, ça marche mieux IntelliJ quand même. Ça marche mieux. Moi, avant, je bossais sur Eclipse. Ça fait 2 ans que je suis passé sur IntelliJ et je ne reviens plus sur Eclipse. Donc, c'est l'environnement de programmation. Donc, vous avez, par exemple, ici, vous voyez, qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour… ah oui. C'est chiant parce que quand je fais… quand j'ai mon annoté, je ne peux plus cliquer dans le texte, c'est chiant. Donc, ici, dans le menu projet, là, je peux browser ma package. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai installé carrément… Ici, c'est tous les TP qu'on va faire ensemble. J'ai carrément rajouté le dossier quand j'ai fait File New Project. J'ai carrément rajouté
tout mon dossier avec tous mes sous-projets et tous les TP qu'on va faire ensemble. Et après, je suis carrément capable de les faire marcher. Donc là, c'est JDMine, ce qu'on va faire aujourd'hui, juste en les faisant passer en bleu et en rouge. Ça, c'est NRL, c'est le projet qu'on va faire demain. Je sélectionne mon JDMine et je peux le rendre opérationnel, quoi. C'est-à-dire que si je fais un clic droit, après, je peux faire mark directory as test source root, ou je peux faire exclude. Et en faisant juste ça, je le fais rentrer dans le truc interprété ou pas, d'accord. Donc, c'est assez simple d'utiliser IntelliJ, hein. Il suffit de faire un projet avec vos sources. Alors, il faut faire gaffe parce que tout de même, il y a des sous-dossiers, d'accord. Vous voyez, dans JDMine, il y a un dossier IG qui est interface graphique. Avec ce qui concerne l'interface graphique, donc, voilà, il y a fenêtre, grille, texte et zone cliquable. Il y a 4 fichiers là-dedans, d'accord. Donc, le projet JDMine que je vais maintenant passer en revue pour vous et expliquer comment ça fonctionne, utilise une interface graphique. Et les fichiers d'interface graphique, dont fenêtre, celui-ci, 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 il y en a 4, c'est les petits fichiers, d'accord. Eh ben, ils sont tous inclus dans un dossier, dans un fichier qui est dans ce dossier-là. Et ils commencent par dire package IG pour dire qu'ils font partie de ce package. Ils fonctionnent ensemble, on a fait un package avec ça. Ça correspond à un composant dans l'architecture, dans le discours que je vous ai fait sur l'ingénierie logicielle. C'est des trucs qui fonctionnent ensemble. Pour ça, on les a mis dans le même package. Avant de décrire ce que font ces trucs-là, je vais commencer par vous présenter JDMine. Alors, avant de vous présenter JDMine, je vais commencer par vous montrer ce que ça fait. Qu'est-ce qui se passe quand j'exécute JDMine? Alors, c'est la petite flèche verte que vous voyez là, la petite flèche verte, vous cliquez là-dessus. Et ça correspond à lancer la commande Java, à exécuter le code Java dans IntelliJ. Quand je clique ici sur la flèche verte, c'est comme si je faisais Java JDMine dans une fenêtre commande, d'accord? Et ce que ça fait, c'est ça rentre une espèce de démineur. Donc, on a fait on a une interface graphique qui se lance, on a une fenêtre avec marqué JDMine parce qu'on a pris soin de donner un nom à cette fenêtre. Et avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cases, 9 colonnes sur 6 lignes. Qu'est-ce qui se passe quand je clique sur une colonne? Ça me donne un chiffre ou bien ça me donne un carré rouge qui me dit qu'il y a une mine. Donc là, le chiffre 4 me dit qu'il y a 4 cases adjacentes qui ont une mine. Alors je me dis, ah bah tiens, il y a 4 cases adjacentes qui ont une mine, j'ai intérêt à cliquer à côté, je vais en trouver des mines. D'accord. Là, je sais qu'il y a 2 cases adjacentes qui ont des mines, probablement qu'ici c'est une mine. Non, là, c'est pas une mine. Donc là, je suis sûr que c'est une mine. D'accord. Parce qu'ici, il y a 4 cases adjacentes, là, il y en a 2, et ça, c'est pas une mine. Donc là aussi, je suis sûr que c'est une mine. D'accord. Parce que là, il y a 2 cases adjacentes qui ont une mine, et là, il n'y a qu'une mine, donc c'est obligé que ce soit une mine. Vous voyez. Donc, c'est une version simplifiée du démineur qui se joue à 2. Vous essayez de trouver le plus rapidement les mines de votre adversaire. S'il n'y a pas de mine, il vous dit combien il y a de mines et ça vous aide à trouver les mines. C'est un jeu pour enfants. D'accord. Comme là, j'ai 4 cases et qu'ici, il n'y en a que 3 qui ont une mine, je suis sûr que soit là, il y a une mine. Donc, j'essaie ici, j'ai eu du bol, il y a une mine. Donc là, je suis sûr qu'il n'y a pas de mine, c'est pas la peine de cliquer là. D'accord. Je n'ai pas un coup pour rien. Parce qu'il y a 4 cases adjacentes qui sont une mine, mais là, il y en a. Etc. Donc, après ça, je peux essayer de cliquer un peu plus loin pour voir ce qui se passe. Ah, j'ai eu du bol, je suis tombé sur une mine. Là, j'ai 3 cases adjacentes sur une mine, etc. Donc, vous avez compris le principe. Il y a des questions sur ce jeu. Est-ce qu'il y a des questions sur le fonctionnement de ce jeu? Je vous écoute. Vous êtes tous complètement... Ouais, j'espère que ce que je dis est clair. Si je parle trop vite, Eclipse, ça s'écrit avec un seul C, là. Eclipse, merde. On connaît la règle, c'est bon. Eclipse, ça s'écrit avec un seul C. Je ne suis pas sûr qu'il y a 2 F. OK. OK, bon, merci pour ce feedback.
vous savez, quand on est prof en distanciel, on a besoin d'encouragement parce que j'ai l'impression que je parle à personne sinon. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Je pense que vous êtes plus à souffrir que moi. De toute façon, je ne vais pas me plaindre. Hein. Ok, donc j'aime bien, on essaiera autant que possible, hein, aussi bien, je comprends tout, on est ensemble, super. Aussi bien en TP qu'en cours, je vous fais une démo, pareil pour le projet, je ferai une démo si je peux le faire du jeu, de façon à ce qu'il n'y a rien de tel qu'une démo pour déjà comprendre de quoi on parle, d'accord? Alors, ce jeu, il n'est pas très compliqué. Le seul truc que vous avez à faire finalement, c'est de compter les cases qui ont des mines. Si je clique sur cette case, il faut compter faut balayer tout le voisinage et compter qu'il y a 4 mines. Et marquer sur 4. Et puis, si on est sur une case piégée, il faut peindre la case en rouge. Vous voyez qu'il y a... qu'est-ce qui se passe dans ce jeu finalement? J'ai un truc qui vient toujours me déranger pour dire qu'il faut que je m'arrête. Il faut que je m'arrête. Il faut que j'attende qu'il se calme un peu là. Ah ouais, il ne va pas se calmer, c'est ça qui est chiant. Si je le... Ouais, parce que j'ai des problèmes de main. J'ai des problèmes d'épaule, je ne peux pas trop taper sur un clavier. C'est pour ça que... comment dire... je dis ça pour que vous compreniez que j'ai une interaction minimaliste. J'ai récupéré tout ce que j'ai pu faire pour ce cours, c'est récupérer plein de ressources existantes et vous les servir. Alors, j'essaie de bosser sur les TP pour les TDiser, comme j'expliquais en début. Hein. Comme je vous ai déjà dit, je vais essayer de TDiser les TP, de faire en sorte qu'ils soient faisables même en mode TD, c'est-à-dire sur un papier crayon. D'accord. Ceux qui ont un ordi avec les choses intelligibles installées qui programment, tant mieux pour eux. Ceux qui n'en ont pas, ils pourront aussi travailler. Donc ça, j'essaie de le faire. Mais je suis pas sûr que je vais y arriver parce que j'ai vraiment des problèmes d'épaule sérieux. Je vois un kiné, je fais de la rééducation, enfin, je fais plein de trucs. Là, j'ai passé mon temps à voir les médecins là, ces dernières semaines. Bon, cela étant dit. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce programme? J'attire votre attention que ce qui se passe, finalement, c'est juste un truc qui réagit au clic. C'est tout, en fait. Quand je clique, il se passe un truc. Vous voyez? Ça, il faut bien le comprendre dans votre projet et dans beaucoup d'applications qu'on va faire, en fait, dans le TP de la semaine prochaine. Tout ce qu'on a à mettre en place, c'est un truc qui réagit au clic. Au début, ça prend au dépourvu, d'accord? Mais il faut bien voir ça. Quand je clique, il se passe un truc. Et c'est mes clics qui déclenchent des trucs. Donc, tout ce que vous avez à programmer, c'est une fenêtre avec des boutons cliquables. Et à lancer ce truc-là. Et après, ça marche tout seul. D'accord? OK, donc on va voir comment mettre ça en place. Alors, au début, je pensais commencer par vous présenter l'interface graphique, mais vu qu'il y en a qui n'ont jamais fait Java, je vais commencer par un truc plus simple que ça. Je vais commencer par donc jdmin.java. Alors je suis conscient que une de mes orientations pédagogiques, c'est un peu pompeux de dire ça, c'est vu la difficulté du distanciel, je vous donne déjà tout d'entrée de jeu avant même de faire le cours. Hein. Ça, c'est des fichiers que mon collègue il donnait après le cours et que lui, il s'en servait pour faire le cours. Moi, je vous donne ça direct. Donc, je vais me retrouver principalement à lire ce truc où il y a déjà tout écrit dans le bon ordre, d'accord? Mais enfin, j'ai quand même pris soin de lire et relire tous ces trucs-là, donc je les possède bien. Donc, je vais quand même essayer d'en produire une version plus vivante que juste de lire les commentaires que vous pouvez faire tout seul. Mais ceux qui n'ont pas réussi à se connecter, là, parce qu'on est limité à 100, ils peuvent lire les commentaires, déjà avoir un feedback assez conséquent. Tiens, je vais voir un petit coup où est-ce qu'on en est là, dans les attendez, je fais un stop share momentané. Je vais voir où est-ce qu'on en est dans les participants. Avant, on est à 100, putain, on est bloqué à 100, c'est chiant ça. Du coup, je sais pas si je vais voir hein, si je vois qu'il y en a qui gueulent parce qu'ils n'ont pas pu rentrer dans la salle d'attente, je ferai mon cours sur Collaborate. Mais je ne connais pas Collaborate. Et puis, j'ai tellement confiance dans Zoom que ça me fait un peu peur d'utiliser Collaborate. C'est pour ça que... Mais mon Zoom, c'est un Zoom Pro, mais j'ai le droit qu'à 100 personnes, malheureusement.
On va voir. Donc, je vais commencer, je vais vous expliquer ce fichier en gardant à l'esprit qu'il y en a qui n'ont jamais fait Java. Donc, un fichier Java, ça commence par une série d'imports. On importe les 3 fichiers de IG pour interface graphique, fenêtre grise, non-cliquable. D'accord. Et on apporte un truc qui sert à faire de la couleur, parce que vous avez vu, quand j'ai fait la démo, ça s'affiche en couleur. D'accord. La case s'affiche en rouge, donc il faut de la couleur. Donc, on a besoin d'apporter les trucs, d'accord, pour garder ça à l'esprit. Donc, ça, c'est un baratin que j'ai déjà dit tout à l'heure. Hein. Il y a, un fichier Java, en général, porte l'extension .java, donc jdmin.java, hein. jdmin.java. Et il comporte une seule classe du même nom que le fichier. Donc, jdmin.java, public classe jdmin. OK. Machin.java, public classe machin. Bidule.java, public classe bidule. D'accord. Voilà. Donc, bidule, c'est C ici. D'accord. Donc, vous écrivez. Donc, avant l'exécution, le programme doit être compilé, c'est-à-dire traduit en langage machine. En fait, ce n'est pas du langage machine comme C++, c'est en quoi il traduit. Une des grandes spécificités du Java, c'est que la traduction se fait vers un truc qu'on appelle du bytecode. Bitcode pour les mecs. Bytecode, le Y se prononce byte. De la machine virtuelle Java. Machine virtuelle. Cette machine virtuelle simule un ordinateur. Ouais. C'est-à-dire que c'est une machine virtuelle. C'est-à-dire que c'est une machine avec un jeu d'instructions. On peut même ouvrir un fichier compilé.class et regarder ce qu'il y a dedans. Je peux essayer ça. Tiens, on va voir ce qui se passe sur jdmin.class. Vous voyez, voilà. Ça, c'est la machine. Ça, c'est la machine virtuelle. Bon, je n'arrive pas trop à lire ce truc-là. Fermez ça. Alors, un des gros atouts de cette technique, c'est qu'il suffit, si vous voulez faire tourner un programme Java sur un Mac ou sur un PC ou sur Ubuntu ou sur n'importe quel ordi, la seule chose qu'il faut faire, c'est d'implémenter cette machine virtuelle. Il y a un étage intermédiaire, si vous voulez. Si votre machine, quelle qu'elle soit, implémente la JVM, la Java Virtual Machine, donc il faut qu'elle le fasse, hein, pour installer ça, pour installer la Java Virtual Machine, eh ben, elle pourra exécuter votre programme Java. Parce que le programme Java, il n'est pas traduit en assembleur, il est traduit en machine virtuelle. Les gens qui font C++, il faut qu'ils se tapent dans leur compilateur de pouvoir générer du code machine de n'importe quel processeur. Hein, vous avez un processeur, je ne sais plus comment ils s'appellent les processeurs, moi, je n'ai pas la mémoire là. Pentium, c'est ce qui me vient à l'esprit, mais maintenant, c'est plus du tout Pentium, c'est je ne sais plus quoi là. Vous avez tel processeur, à chaque fois, il y a tel langage machine, parce qu'ils ne parlent pas le même langage, les processeurs. D'accord? Et donc, si vous avez, avec C++, votre compilateur, il doit prendre ça en compte et utiliser le langage de la machine cible et traduire le programme C++ dans le langage de la machine cible. L'avantage, c'est que c'est probablement un peu plus rapide. Mais l'inconvénient, c'est que le compilateur, il est beaucoup plus compliqué. D'accord? Tandis que le compilateur Java, il ne s'en va pas, il pond du Java bytecode. Et après, c'est à la machine cible d'implémenter la Java Virtual Machine. Voilà, le principe de Java. Alors, les programmes Java peuvent s'exécuter n'importe où, y compris sur votre smartphone. D'accord? Vous pouvez assez facilement faire des applications smartphone. Donc, quand vous compilez un programme, ça indique des messages d'erreur. Ouais, dans Eclipse, ça correspond à la commande build. D'accord? Et puis moi, dans IntelliJ, quand on fait exécuter, ça compile et ça exécute en même temps. D'accord. On peut aussi on peut faire des. Donc, et puis vous voyez, ça vérifie au fur et à mesure. Vous voyez toutes les erreurs. Tous ces barres jaunes, c'est des erreurs. C'est des petites erreurs, c'est des warnings, c'est pas des grosses erreurs. C'est les barres rouges qui sont des grosses erreurs. Donc, si je mets par exemple une double parenthèse ici, je vais avoir une double accolade, je vais avoir une barre rouge qui va s'afficher quelque part là, rapidement. D'accord. Quand je fais, mettons, je fais run alors. Where is my bar rouge? Ah non, il a quand même pris, je ne sais pas pourquoi. Ça n'a pas. Bon. Ça n'a pas posé de problème.
Pourtant. Bah si. Attendez. Si je mets une double accolade, il doit faire. Là, il souligne en rouge, donc il fait une barre rouge aussi. Là, j'ai mis une double accolade et hop, vous voyez un peu de rouge apparaître ici, c'est très discret. Hein, c'est très... Là, vous voyez du rouge, là, je vais être plus près. Là. Et puis là aussi, vous voyez du rouge, d'accord. Si je clique là, il me dit ah mon gars, tu as fait une erreur. 3 erreurs found, d'accord. Et il met une barre rouge là, une barre rouge là, une barre rouge là, parce que c'est pas trop où est l'erreur, d'accord. Mais en fait, la barre rouge là, c'est la bonne erreur. Hein. Remove dangling comment. Ouais, bon. Donc j'enlève l'erreur et hop, l'erreur se barre. Donc vous voyez tout de suite vos erreurs en regardant les barres ici. Quoi. Ouais, il met toujours qu'il y a une erreur, mais il n'y en a plus. Peut-être qu'il faut que je le fasse. Il faut que je. Merde, ça ne marche plus. Contrôle Alt L. Voilà, j'ai enlevé l'erreur. Ouais, il y a toujours une erreur. Je pense qu'il faut juste en ouvrir une, parce que c'est le début de la classe. Ah oui, c'est ça. Merci. Ça en avait rajouté 2 d'un coup tout à l'heure. Oui, c'est ça. Merci. Là, il m'a enlevé les barres rouges. Merci de m'aider, c'est gentil. Je suis un peu stressé, moi, avec ce cours. Ok, donc voilà pour les erreurs sont intelligibles, c'est les petites barres. Les barres jaunes, c'est pas grave, c'est des warnings. Et les barres rouges, ça, par contre, ça bloque l'exécution. Ça m'est arrivé d'avoir des barres rouges qui n'étaient pas des vraies barres rouges. J'ai trouvé qu'en faisant CTRL-ALT-L, ça allait bien. Parce que ça vide le cache. Donc, la méthode main. Donc, on a une classe. Maintenant, c'est la méthode main dont je vous parlais tout de suite qui commence toujours comme ça. Ça, vous pouvez le programmer intégralement. D'accord fixé par convention. Lorsqu'on exécute, ça déclenche la commande, la méthode main après la compilation. Le run déclenche ça. Quand je clique sur run, ça déclenche ça. D'accord donc, qu'est-ce qu'il y a dans le main alors, string, c'est les arguments. C'est juste. On peut aussi passer des arguments dans la méthode, dans la fonction main d'un programme C, mais on le fait très rarement en fait. Hein. Mais on le fera pour le projet NRN. Donc, le premier truc qu'il faut savoir faire, c'est définir des variables locales. C'est une brave fonction. Alors, pour le coup, main, c'est vraiment comme la fonction cmain. C'est une brave fonction. C'est pas une méthode d'objet, d'accord. Donc, elle prend les arguments qu'elle n'utilise pas en général parce qu'il n'y en a pas. Et puis, elle déclare d'abord 2 choses, une fenêtre et un terrain. D'accord. Alors, ce sont des variables locales. Alors, pour déclarer une variable locale, on écrit le type de la variable, fenêtre. Alors, le type en objet, ce n'est pas juste int, bool, machin chose. Fenêtre, c'est quoi? C'est un nom de classe. On va le voir tout à l'heure avec le fichier fenêtre.java. Hein, il y a une classe fenêtre qui existe qu'on va voir tout à l'heure. Public classe fenêtre. D'accord. Donc, on fait référence à cette classe-là. Et quand je déclare fenêtre f, je dis que f, c'est un objet de la classe fenêtre. Puis quand je mets égal new fenêtre, je dis ah, mais j'ai envie de le créer cet objet. D'accord. Tant que je n'ai pas fait, si j'enlève le égal new, ça me déclare juste la fenêtre, mais avec rien dedans. Ça veut dire que c'est un pointeur vers nul. D'accord. Un pointeur dans la mémoire vers l'adresse 0. Dès l'instant où je construis mon objet, new fenêtre, ça m'instancie d'objet. Donc, d'un seul coup, fenêtre, c'est un pointeur vers une zone mémoire où il y a une vraie fenêtre. Où il y a une vraie fenêtre? Oui, où il y a tout ce qu'il y a besoin de stocker pour une autre fenêtre. Qu'est-ce qu'il y a besoin de stocker pour une autre fenêtre? Tous les attributs d'une fenêtre. Qu'est-ce qu'il y a comme attribut comme fenêtre? On va le voir tout à l'heure. Hein. Il y a des attributs, hein. Il y a un JPanel, il y a des éléments. Tout ce qui est déclaré comme attribut par la fenêtre, ça est stocké dans la fenêtre. D'accord et notamment le nom de la fenêtre. Je passe un nom dans le constructeur, JDmin, parce que j'ai envie que ma fenêtre s'affiche avec un nom. D'accord, c'est plus clair. Je déclare une fenêtre. Je déclare un terrain. Vous voyez qu'il a bien 6 lignes et 9 colonnes. D'accord. Alors, IntelliJ me met en grisé H2.6, L2.9 pour me dire, mais tu sais, en fait, 6, c'est le paramètre H et 9, c'est le paramètre L. Et là, JDmin, mais tu sais, JDmin, en fait, c'est le paramètre non. Ouais, si on veut, on peut préciser ça, mais ce n'est pas obligé.
N'hésitez pas à m'interrompre si vous ne comprenez pas, hein. N'hésitez pas, on a le temps tranquille. On prend les choses tranquillement. Là, je m'adresse surtout aux doubles licences. Là. Mais je m'adresse à tout le monde parce que c'est important que vous compreniez tout ce cours parce qu'en fait, on va réutiliser l'interface graphique dans le TP la semaine prochaine. Ce cours prépare au TP la semaine prochaine et ça va être valable pour tous les cours. Hein. Donc là, on a deux attributs. Non, on a deux variables locales de la méthode main. Une fenêtre, un terrain. Après ça, donc, à partir, on appelle une méthode M sur un objet obj avec une expression de la forme obj.m. Ouvrez les parenthèses, fermez les parenthèses. Entre les parenthèses, on met les paramètres. D'accord? Obj.m. Obj, l'objet, M, la méthode. Et entre parenthèses, les paramètres. D'accord? Donc, par exemple, lorsqu'on fait f.ajouter élément de t, f, c'est quoi? C'est un objet sur lequel on appelle la méthode ajoute élément. Qu'est-ce qu'on ajoute à f? Le terrain t. Pourquoi est-ce qu'on ajoute le terrain à la fenêtre? Eh bien, pour le voir s'afficher. D'accord? Quand j'exécute mon programme, en fait, je vois mon terrain dans ma fenêtre. Si je n'avais pas ajouté le terrain dans la fenêtre, je ne le verrais pas. Il y aurait juste peut-être juste marqué JDmin, c'est tout. Mais comme j'ajoutais, il a suffi que j'ajoute le terrain à la fenêtre pour voir s'afficher un magnifique ensemble de 9 par 6 cases. D'accord? Mais il faut le faire, il ne faut pas oublier de le faire. Beaucoup de gens en TP oublient de faire ça, donc ça merde à cause de ça, d'accord? Alors, c'est quoi ajoute élément? On va le voir tout à l'heure, mais je vous montre quand même déjà, ajoute élément, c'est une méthode c'est bien une méthode, là, ici, déclarée comme une méthode de la classe fenêtre. Ajoute élément, qu'est-ce qu'elle prend? Un J-component. On va voir tout ça. Elle prend quelque chose, c'est le terrain qu'elle prend. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle l'ajoute aussi quelque part. D'accord? On va voir ça plus tard. Pour l'instant, retenez bien qu'effectivement, quand j'appelle ajoute élément sur fenêtre, j'ai le droit parce qu'elle est bien définie comme une méthode de la classe fenêtre. D'accord? J'ai le droit de faire ajoute élément. Et ajoute élément, c'est une méthode de la classe fenêtre. Fenêtre, c'est une méthode. Eh bien, j'appelle la méthode ajoute élément de la classe fenêtre en écrivant le nom de l'objet sur lequel je vais ajouter, f, qui est bien une fenêtre, le nom de la méthode, et puis ajoute élément, merde, et les paramètres, t, point virgule. Alors, le point virgule, il n'est pas obligé en Java, on peut le virer, ça marche toujours, je veux bien. Démonstration. Ah non, il met un petit truc, ça n'est pas content. Ah non, c'est en Scala que c'est pas obligé. En Java, c'est obligé. Et puis après, j'appelle la méthode décide fenêtre. Ah bah décide fenêtre, c'est quoi? Alors, je peux faire CTRL B, ça c'est super pratique. Pour aller directement à l'endroit où c'est défini. CTRL B, je vous dis ça comme ça. Hein. Là, je vais directement vérifier que décide fenêtre, ouais, c'est bien une méthode de fenêtre. D'accord? Hein, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il dessine la fenêtre, hein, comme son nom l'indique. Donc, quand j'ai déclaré une fenêtre, ça ne suffit pas à la voir se dessiner. Il faut la dessiner. Quand je déclare un élément affiché, ça ne suffit pas pour le voir se dessiner, il faut l'ajouter dans une fenêtre. D'accord? Alors, j'ai un problème de... OK, donc là, on a vu l'appel d'une méthode sur un objet. Okay. Bon, j'ai bien conscience que pour le LDD, même pour tout le monde, c'est un peu difficile, mais je trouve que c'est sympa, déjà, dès le premier cours, le premier TP, de faire du graphique, parce que Java, une des propriétés de Java, c'est que c'est super facile à faire, d'accord? Donc, c'est sympa de le faire, d'accord? Vous êtes content en TP, vous voyez les trucs qui s'affichent, c'est agréable, d'accord? Puis ça illustre bien quand même l'approche objet. Alors maintenant, donc ça c'est le main. Alors, notez bien, j'insiste sur un truc marrant, c'est qu'on a fini le programme principal. Et ça surprend toujours les étudiants. Hein. Tout ce qu'on a fait dans le programme principal, c'est de définir une fenêtre, d'ajouter un terrain et d'afficher ça. C'est tout ce qu'on a fait. Et après, ça marche tout seul. Pourquoi? Parce que c'est vous, l'utilisateur, qui allez faire marcher le programme. Quand vous allez cliquer sur des cases, ça va déclencher les trucs. D'accord? Et ça, c'est inclus dans le machin, d'accord? J'espère que j'enregistre bien le truc, sinon je vais être obligé de refaire le cours là. J'aurais dû faire une pause entre les deux, j'ai pas fait gaffe, c'est pas grave. Rappelez-moi de faire une pause d'enregistrement à la pause. C'est ça. Sinon, il y aura 15 minutes de blanc pour rien. Quoi.
La pause, c'est dans 20 minutes. Pendant la pause, je resterai en. Oh non, on fera une vraie pause, c'est important, parce que sinon, vous n'allez pas digérer tout ça. Donc maintenant, voilà. Donc voilà, quand on fait des. Et on va souvent faire ça, mais pas tout le temps, hein, mais quand on fait des trucs, du graphisme avec des machins, c'est surprenant. On crée une fenêtre en jeu d'éléments, on dessine la fenêtre et c'est parti, mon kiki, il n'y a plus rien d'autre à faire. Ce sera valable pour votre projet aussi. Maintenant, on passe à la définition d'une nouvelle classe. Ah, on va commencer à décrire une classe nous-mêmes. Ah, il y en a un qui a fait qui s'est manifesté ses euros. Lors de la définition d'une nouvelle classe, on peut déclarer qu'elle étant une classe préexistante avec la mention classe C extend D. Classe terrain extend grille. Ah. Alors, elle est où ma classe grille? Je clique sur grille, je fais CTRL B. Où est-ce qu'elle est? Elle est là, d'accord? C'est une classe de mon interface graphique qui est en JPanel. Ça veut dire JPanel, c'est un truc, c'est un élément qu'on peut mettre dans une fenêtre, d'accord? Et en plus, voilà, JPanel. OK. Donc, si j'ai envie de voir ce que c'est la classe grille, je peux l'avoir directos, mais pour l'instant, je reste là. Alors, bon, vous pouvez faire moins, plus pour cacher ou minimiser ou augmenter la définition de classe. Donc, dans une classe, comme je dit tout à l'heure en intro, il y a 3 types d'éléments. Des attributs qui sont des données attachées à chaque instance de classe. Des constructeurs permettent de créer ou d'initialiser des instances de classe et des méthodes. Une classe contient des attributs. J'espère que quelqu'un répète en même temps. Des constructeurs, des méthodes. Alors, pour déclarer un attribut dans la classe, c'est comme si vous déclariez une variable locale dans une fonction. D'accord? Vous mettez le type de l'attribut, le nom de l'attribut, point virgule. Ah, là, j'ai bougé le truc, là, sans faire exprès. Cette déclaration est généralement précédée d'une indication de visibilité, private, indiquant que l'attribut n'est pas accessible. Oui, là, on a mis private. D'accord? Ça paraît bizarre, hein? On déclare un truc et après on dit, ah ben, c'est pas accessible. Ouais, mais c'est accessible depuis la classe elle-même, tout de même. Il n'est pas accessible depuis les autres classes, mais depuis notre classe à nous, depuis le fichier, depuis ce bout de code-là, là, qui est dans le terrain, là, ce gros bout de code-là, là, on pourra accéder à ces attributs. Alors, on peut déclarer plusieurs attributs du même type à la fois en les séparant par des virgules. Ça, c'est un point de détail. Ben, c'est ce qu'on a fait ici, d'accord? Hauteur, virgule, largeur. Les deux, ils sont entiers, les deux, ils sont privés. Hop, on les met ensemble. C'est plus clair. Note sur les conventions de nommage, le code n'étant pas uniquement écrit pour être exécuté, mais aussi pour être lu, on préfère utiliser des noms significatifs. Ah oui, hauteur, c'est quoi? C'est le nombre de lignes. Largeur, c'est quoi? C'est le nombre de colonnes. Alors, il y a une convention de nommage qui est pratique à savoir, c'est que quand on a plusieurs trucs, on met plusieurs noms. Par exemple, on pourrait mettre hauteur, grille. Dans ces cas-là, on n'a pas le droit de mettre un espace. Donc, si on met un espace, il pense que c'est deux machins différents. D'accord? Il faut les mettre tout collés. Mais grille, on fait commencer par une majuscule. Pour dire c'est un nouveau mot, c'est pas le même mot. D'accord? La hauteur grille, si je mettais un G minuscule, ça se lirait quand même, mais des fois, ça se lit moins bien. Donc, le fait de mettre une majuscule, ça améliore la lisibilité. Ça a un nom, cette méthode de codage, mais je ne me souviens plus comment elle s'appelle. Cette méthode de nommage. D'accord? On met une majuscule sur la première lettre de chaque mot. Sauf pour le premier mot. Oui, sauf pour le premier mot, parce que seuls les noms de classe commencent par une majuscule. Vous voyez ma classe terrain, la première lettre, c'est T majuscule. La classe grille, pareil. Tandis que les variables hauteur et largeur, elles commencent par une minuscule. C'est une convention qui est utile à savoir, c'est que quand on déclare des classes, c'est plus important. C'est ça vraiment qui structure tout votre code. Donc, on y colle une majuscule. Et donc, pour le troisième attribut, qui est encore private, d'accord, il est plus compliqué celui-là parce qu'il y a une double paire d'accolades. Pourquoi? C'est un tableau. Et comme c'est un tableau de dimension, on met deux accolades, d'accord. Il y a un parenthèsage implicite parce qu'en fait, ce parenthèsage-là, ça vous dit quoi? Ça vous dit qu'un tableau 2D, c'est… j'ai mal fait le parenthèsage, peut-être. Je ne sais pas, il n'est pas l'air content.
Un tableau 2D, c'est un tableau 1D de tableau 1D. Donc, si vous écrivez case, ouvrez les crochets d'un truc, ça a du sens. C'est une ligne de case. D'accord? Enfin, non, si vous écrivez terrain, si vous écrivez comme ça, terrain de 1, ben, c'est la deuxième ligne de case. Donc, terrain de 1, ça a du sens. C'est un tableau. Maintenant, si vous voulez accéder à la troisième colonne de ce tableau, vous allez mettre 2. Et là, c'est une case, c'est plus un tableau. Terrain de 1, c'est une de case. Terrain de 1, de 2, c'est une case. D'accord? Mais les deux sont possibles à écrire. Des fois, on a envie de manipuler juste une case. Vous allez voir, par exemple, pour le TP qu'on fait la semaine prochaine, on veut savoir si plusieurs runs se trouvent sur une même ligne, on va considérer les lignes une par une. Dans ce cas-là, on peut considérer les lignes. D'accord? Ça peut être pratique de pouvoir considérer les lignes d'un tableau à 2D. OK. Donc, tableau 2D en Java. Il faut déclarer un tableau 2D terrain comme un tableau 2D. Alors, ne confondez pas, on avait quoi? C'est pas le même terrain que celui-là. Hein. On l'appelle terrain aussi, mais ce n'est pas du tout pareil. Ça, c'est une classe définie dans il y a la classe terrain, et puis il y a la variable, terrain. La variable terrain, on n'aurait peut-être pas dû l'appeler terrain, d'accord? C'est un peu par hasard qu'on l'appelle. Alors, je peux, en Java, en IntelliJ, je peux renommer facilement. Je sélectionne, je fais refactor, rename, d'accord? Et plutôt que de l'appeler terrain, j'ai envie de l'appeler les cases, d'accord? Pour pas qu'il y ait de confusion, c'est toutes les cases. Les cases, vous voyez, je mets un C majuscule pour suivre les conventions. Donc, j'ai renommé ma variable. Et c'est renommé partout. Partout où j'avais terrain en T minuscule, maintenant, il y a marqué les cases, d'accord? C'est super pratique, ça. Souvent, on donne un premier nom, puis après, on se rend compte que notre nom, il n'est pas cool, on le renomme après, d'accord? Alors, pourquoi j'ai appelé ça les cases? Parce que c'est toutes les cases. J'aurais pu dire toutes les cases, c'est un peu lourd. Les cases, ça va, c'est un compromis, bon compromis, d'accord? Donc, alors après, il faut définir le constructeur de la classe terrain. Alors, qu'est-ce qu'il prend comme variable? Notre classe terrain, il y a la hauteur et la largeur qui sont le nombre de lignes, le nombre de colonnes du terrain à déminer. Donc, bonjour le nouveau venu, désolé de vous avoir fait patienter si longtemps, vous avez été pas. Donc, il faut décider c'est quoi ces paramètres, d'accord? A priori, on ne sait pas à l'avance combien ça va être. On n'a pas envie de. Pourquoi est-ce qu'on fixerait à l'avance le nombre de lignes, le nombre de démineurs, vu que de toute façon, ça peut être n'importe quoi, d'accord? Je suis désolé, il y a ces indicateurs de pause là. Je pourrais les virer, mais je ne sais pas trop comment faire. Skip. Il veut que je fasse des pauses. Marc, il a raison peut-être là maintenant. En plus, je ne peux pas skipper tout de suite. Il faut que j'attende. Bon, voilà. Il faut prendre la pause. Je vais faire la pause dans pas longtemps. Mais bon. Ouais, ouais. Je finis d'écrire terrain et puis après je fais la pause. Bon. Ah oui. Alors, terrain. Alors, si je sélectionne terrain, je fais CTRL B. Paf. Ah bah non, je suis con. Oui. Terrain, elle étend la classe gris. Et la classe gris a un constructeur de gris. D'accord? CTRL B sur gris. C'est un constructeur qui prend une hauteur et une largeur lui aussi. D'accord? Donc, il faut que je crée. Si terrain, il hérite de gris, ça veut dire qu'il faut construire, il faut que le constructeur de grille soit appelé aussi. Pour ça, on utilise super.
D'accord? On utilise super. Quand on écrit super de H et de L, eh ben, qu'est-ce que ça fait? Ça construit la classe en set de terrain. Ça appelle le constructeur de grille avec HL. D'accord? On lui transmet les dimensions de la grille qui sont H et L. Voilà. Comme ils sont private, HL, il ne peut pas avoir accès à HL terrain. Il peut juste passer des valeurs initiales, c'est tout ce qu'il peut faire. D'accord? Pour ça qu'on doit, on doit redéfinir hauteur et largeur dans la classe terrain. Et ils valent bien sûr, respectivement, H et L. D'accord? Donc, lorsqu'on a défini les attributs, ils n'étaient pas initialisés parce qu'on ne savait pas à l'avance quelle serait leur valeur. La valeur, on le sait au moment où on construit le terrain. C'est la hauteur et la largeur. Donc après, on a déclaré le tableau, mais pour l'instant, le tableau, quand on déclare un tableau comme ça, c'est un pointeur vers nul. C'est un pointeur qui pointe sur la case 0. Il vaut nul. Les cases, ça vaut nul maintenant, en fait. Quand on déclare un tableau, de la même façon que quand on déclare une classe, hein, ici dans le main, il faut lui donner une valeur en instanciant. Donc, c'est un tableau de 2 cases. Pour instancier un tableau de 2 cases, la syntaxe, c'est celle-là. Le mot-clé new, comme d'habitude, pour instancier. Et après, ce que vous instanciez, c'est quoi? C'est un tableau de cases. Donc, si par exemple, comme dans notre cas de figure, H il vaut 6, L il vaut 9, combien de cases on va créer? 54. 54 cases. D'accord? Donc, ce petit machin, mine de rien, ça va créer une zone mémoire de 54 bytes, je pense. Et dans chaque byte, qu'est-ce qu'il y aura? Bah, par exemple, dans le byte 00, le premier, il y aura un pointeur. Il y aura nul, encore une fois, parce qu'on n'a pas encore ramé dans le tableau. Donc, c'est des cases vides. D'accord? C'est un tableau de 50 cases vides qui prend en place mémoire 54 bytes. Et pour l'instant, dans chaque byte, il y a un pointeur vers nul, parce que dans ce tableau de cases, on n'a pas encore mis des vraies cases. On a juste créé le tableau de cases. D'accord? Je pourrais faire des petits dessins pour vous montrer ça, mais ça m'obligerait à switcher de share screen vers pas share screen, ça me gonfle. Donc, je vais finir. Putain. Initialiser terrain, je le ferai après. Ça va vous faire trop. Je finis juste celui-là. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il faut faire pour créer des cases? Remarquez, si je peux finir, ça fait un tout logique. Donc, pour mettre des trucs dans ces cases, il faut faire encore une action. Alors, c'est une action qui va initialiser toutes les cases du terrain. Comme c'est une tâche un peu grosse, on a envie de mettre ce code dans une autre méthode. C'est plus clean, d'accord? Parce que là, je vais pouvoir dire this.initialiser terrain. Alors, this, on peut ne pas le mettre, c'est qualitatif. Quand on appelle une méthode, d'accord, ça marche toujours. This, c'est sous-entendu, d'accord? Initialiser terrain, c'est la méthode qui vient ensuite, c'est une méthode aussi, parce que c'est une fonction qui est déclarée dans la classe. Les méthodes, c'est pas autre chose que des fonctions dans la classe, au niveau de la syntaxe, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, comme son nom l'indique, il va initialiser le terrain. Et vous voyez, le nom est écrit correctement. Il est écrit par un premier mot qui commence par une minuscule, un deuxième mot qui commence par une majuscule. OK. Donc, la méthode initialiser terrain va créer les cases composant le terrain. Elle prend quoi paramètre et ne renvoie aucun résultat. Pourquoi est-ce qu'elle prend quoi paramètre? Parce qu'on sait déjà c'est quoi l'état du terrain. C'est contenu dans hauteur et largeur. Et on y a accès parce que dans la même classe, même si c'est privé, on y a quand même accès, d'accord? Pourquoi est-ce que ça ne renvoie rien? Parce que ça va se contenter de remplir l'attribut les cases, qui s'appelait avant terrain. D'accord? Donc, c'est une méthode qui prend son matériel dans l'objet de la classe et qui pose son résultat dans l'objet de la classe. C'est pour ça qu'elle ne prend rien, qu'elle ne renvoie rien. Elle ne prend rien, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Elle ne renvoie rien, void. D'accord? Elle a un effet de bord sur l'objet sur lequel elle est déclenchée. Donc, on fait une boucle for pour balayer toutes les cases. C'est une boucle for imbriquée, en fait. Hein. 2 boucles for. Vous savez que ça, c'est des souvenirs de l'année dernière. Hein.
quand on veut. Alors en général, on les appelle I et J, mais là, plus ça avec Y, c'est pas grave. D'accord. Donc il y a les cases point length, et puis après, il y a les cases. Ah ouais, alors c'est vachement fin. Il aurait pu faire. Au lieu de mettre les cases point length, on aurait pu écrire height et on aurait pu utiliser hauteur-largeur, mais c'est pareil. Hein. C'est comme on a créé un tableau de cases de hauteur-largeur, ben, length, c'est quoi? C'est un attribut du tableau 2D, d'accord? Si je fais, alors, je peux faire CTRL-B, c'est marrant, vous voyez? Je peux faire CTRL-B sur length, il va m'ouvrir. Est-ce qu'il va m'ouvrir? Ça va pas marcher. CTRL-B. Non, il ne marche pas. Bon, je sais pas pourquoi. Bon, length, c'est un attribut du tableau 1D. Les cases, c'est un tableau 1D de un tableau 1D. Donc, le premier, c'est la largeur. Donc, les cases.length, c'est la largeur de notre tableau de cases. Les cases de x.length, ça, c'est la hauteur. Parce que les cases de x, c'est un tableau. Ah non, j'ai une connerie. Les cases.length, c'est la hauteur. Les cases de x.length, ça, c'est la largeur. Parce que c'est le nombre de cases qu'il y a dans la première ligne. Les cases de 0, c'est la première ligne. Les cases de 1, c'est la deuxième. C'est le nombre de cases qu'il y a dans la ligne qu'on considère. D'accord? On a une boucle externe qui itère sur les lignes, une boucle interne qui itère sur les éléments d'une ligne. D'accord? Donc, la boucle externe, elle sélectionne un numéro de ligne et après, elle a, dans la boucle interne, la boucle interne, elle parcourt cette ligne. Donc, elle considère cette ligne, c'est les cases de X. Elle parcourt. Et combien d'indices il faut parcourir? Ben, ce tableau, point length, une fois de plus. D'accord? Donc, on initialise à 0. On teste si on arrive à la fin et on incrémente à chaque fois. D'accord? Ça, c'est une syntaxe d'une boucle imbriquée. Après, il faut calculer piégé. Alors, on va considérer que c'est un quart des cases qui sont piégées. D'accord? Donc, comment est-ce qu'on va au hasard? Alors, on fait ça au hasard parce qu'on n'a pas envie d'une itération sur l'autre, ce soit le même diagramme de piège. D'accord? Donc, on utilise la fonction random. Alors, il faut écrire math par random. Pourquoi? Parce que random, c'est une méthode de maths. Voilà, j'ai réussi. Tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas réussi. Oui, j'ai fait CTRL-B sur random et ça m'envoie dans le fichier math, dans la classe math, qui est une classe prédéfinie. D'accord? Et ça appelle des trucs compliqués qu'on a envie de savoir, mais elle existe, cette méthode. D'accord? Elle envoie un nombre aléatoire entre 0 et 1. Donc, la méthode pour créer un certain pourcentage de cases, donc 25% piégées, eh bien, on regarde si ce random il est plus petit que 0,25. Il sera plus petit avec une probabilité 1 quart. Puisque c'est un nombre flottant entre 0 et 1, il y a à peu près un quart de ces nombres qui sont plus petits que 0,25. D'accord? Donc là, si je remplace par 0,10, j'aurai moins de cases piégées, etc. Donc là, si jamais mon nombre aléatoire est plus que 25, je mets piégé à trou, sinon je mets piégé à face. Et piégé, c'est une variable booléenne. Donc l'intérêt de cette mise en scène, c'est que vous n'avez pas beaucoup l'habitude de manipuler des variables booléennes. D'accord? C'est pour ça que c'est sympa de le faire. Et donc, on peut mettre, dans un premier temps, on met des variables booléennes, là, on calcule la valeur de cette variable booléenne. Et dans un second temps, on la passe au constructeur de case, effectivement, une case. Donc, si je fais CTRL-B ici, j'ai le constructeur de la case qui est dans la classe case. Alors, la classe case, c'est une classe qui est inclue dans le même fichier, d'accord? Effectivement, le constructeur prend un entier, un autre entier et un booléen. Donc, je crée la case. Alors, une case doit connaître ses coordonnées. Alors, c'est pas obligé qu'on l'utilise, mais ça peut être pratique. Si une case connaît ses coordonnées, elle pourra calculer les coordonnées de ses voisines et chercher ses voisines. D'accord? C'est pour ça que les coordonnées, on les range dans la case elle-même. Ça surprend, ça aussi. Enfin, c'est des codages un peu redondants, mais
c'est pratique. Donc là, on vous dit, on affecte la valeur d'une expression E à l'indice I d'un tableau de T avec l'instruction T de I égale E. Si les tableaux à plusieurs dimensions, il faut assigner les indices, d'accord? Là, en fait, l'indice Y, on a l'indice Y de la xème ligne de terrain, donc il faut passer XY, d'accord? Les cases de X, c'est la première ligne, de Y, c'est la Y colonne. Et on range la case C dans notre tableau de cases. Alors là, il y a un truc. Donc, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qui se passe? Là, ça vaudrait le coup que je vais peut-être faire, un petit dessin pour que vous compreniez bien. On va prendre la pause bientôt. Hein. Je suis l'horloge. Hein. J'ai conscience que tout ça, c'est un peu compliqué. Je vous fais une petite représentation graphique pour que vous compreniez un peu ce qui se passe. Hein. On a les cases. Donc, dans notre... donc, on a un objet de terrain. Si je prends un objet de la classe terrain, d'accord, objet terrain, de terrain. Dedans, il y a un attribut qui s'appelle les cases, que j'ai appelé les cases. D'accord? Ça veut dire que quelque part en mémoire, quand il y a un terrain qui est instancié, il y a une zone dans laquelle il y a tous les attributs du terrain, et un de ces attributs, c'est les cases. D'accord? Dans cet attribut, les cases, c'est un tableau 2D. Donc, ça pointe vers une zone de 54. Bah, c'est une zone continue. Hein, on peut voir ça. C'est des lignes de 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça se suit, bien sûr. Elles se suivent. Hein. Il y en a 6 comme ça qui se suivent. D'accord? Il y a 6 lignes qui se suivent comme ça. Et c'est notre tableau de cases. Donc, une case pour les cases, c'est juste un pointeur. C'est un tableau de cases. Au début, quand on le crée, ce que je disais tout à l'heure, il y a 0 partout là-dedans. D'accord? Qui se note nul pour bien mettre en évidence que ce n'est pas juste 0, ça veut dire qu'il n'y a rien dedans, que c'est nul. Nul, ça sous-entend qu'il y a un problème. Quand il y a nul, en général, c'est un problème. C'est-à-dire que c'est un pointeur dans la mémoire qui n'est pas initialisé. D'accord? Donc, chacun de ces pointeurs, quand on range une case dans les cases, hein, quand on vient de faire ce qu'on a vu là, c'est-à-dire quand on fait une boucle imbriquée, qu'on balaye chacune de ces cases une par une pour y mettre quelque chose dedans, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, plutôt qu'il y ait 0, en fait, dans chacune de ces cases, il y a un pointeur dans la mémoire vers une case. D'accord? Donc, ça, c'est un tableau de cases. Ça, c'est un tableau de cases. Tableau 2D de cases. J'ai conscience que quand j'ai la main qui est au-dessus, vous ne voyez pas très bien. D'accord, je vais grossir un peu ce truc là. Ça marche pas ça. Que se passe-t-il? Qu'arrive-t-il? Je vais débrancher quelque chose. Bon. Bon, alors c'est bon. Donc, chacune, quand on fait les cases, d'accord, par exemple, de 0, 0 reçoit C, C, c'est une case qu'on a déclarée, ben, qu'est-ce que ça fait? Ça enlève le 0 qui était là, d'accord? À la place, ça met l'adresse, on prend comme ça, d'accord? Mettons cette case, elle a l'adresse 1, 0, 2, 3. Là, dans cette case-là, ça va mettre le numéro de la case mémoire où se trouve la case elle-même, d'accord? Puis dans la case, il y aura les champs qui constituent la case. Donc, si j'ai une bonne mémoire, c'est la coordonnée X, la coordonnée Y, je ne sais plus comment il appelle ça, et le booléen est piégé. D'accord?
et piégé, dont x c'est 0, parce que c'est la première case, y c'est 0, et piégé, bah, ça dépend si on a trouvé que c'était piégé ou pas, d'accord? Donc, vous voyez, d'un seul coup, hein, ce qu'on a instancié en mémoire, c'est quand même 3 objets. Non, l'objet de terrain lui-même, il est pointé dessus par la fenêtre, ce qui va être ajouté dans la fenêtre. Enfin, il faut garder à l'esprit, je vous montre ça pour vous ayez un peu un schéma mental de ce qui est instancié dans la mémoire. J'appelle ça un diagramme d'objet. Ça s'appelle un diagramme d'objet ou un diagramme d'instance. Et j'essaierai d'en faire régulièrement pour que vous suiviez un peu ce qui se passe. Ça représente l'état de la mémoire, d'accord? Quand on a instancié un terrain, que dans le terrain, on a associé un tableau, les cases, que dans chacun des cases du tableau, les cases, on a rangé une case, on a un tas de flèches qui se renvoient les uns aux autres, d'accord? Donc, si on veut accéder à une case, à épiéger d'une certaine case depuis tout en haut, il faut descendre ces pointeurs avec des points. À chaque fois, on fait un point, d'accord? Les cases, point, alors, terrain, point, les terrains, d'accord? Je ne sais plus comment ça s'appelle le terrain. Point, les cases, ça c'est l'attribut, les cases du terrain. 2, 0, 2, 0, point épiégé, d'accord? À chaque fois, on descend, à chaque fois qu'on fait un point, on descend, bloup, bloup. D'accord? Terrain, point, les cases, 2, 0, 0, la case, non pas les cases, épiégé, l'attribut épiégé, d'accord? On descend. Donc, il faut imaginer la mémoire comme un gigantesque ensemble de cases reliées par des flèches et des pointeurs qui permettent de balader d'un objet à l'autre au fur et à mesure qu'on instancie, d'accord? Voilà, donc de par la nature, en fait, quand on a Java avec des objets, on passe son temps à modifier un énorme graphe avec des flèches de partout, d'accord? Et je pense que c'est un bon angle pédagogique de vous faire représenter ça aussi bien en TP, en TD qu'en examen, d'accord? Pour que vous compreniez ce qui se passe. Bon, il est l'heure de faire la pause. Alors, attendez. Oui, donc je suis dans ce mode-là. Je suis à 98 participants, ça veut dire que je peux faire rentrer quelqu'un, mais personne ne rentre. Ça veut dire qu'ils sont découragés, les copains. Là. Bon, je fais